Monsieur François Ancelin, vous avez 20 minutes pour nous convaincre. Parfait. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les présidents, chers amis, cher Claude, monsieur le préfet me disait qu'il n'avait pas trop de choix d'être ici ce soir. C'est un petit peu le même cas pour moi. D'ailleurs, je te remercie d'avoir accéléré les travaux de la LGV pour que j'arrive en temps et en heure ici. Je suis impressionné de la salle de conférence de la CPME. Franchement, je suis bluffé. Voilà. La cybersécurité, alors c'est un entrepreneur qui s'adresse à d'autres entrepreneurs. J'ai toujours une appréhension lorsque je témoigne de ce sujet de la cybersécurité, parce qu'il y a 3 ans, dans mon entreprise, j'ai eu une première attaque, ransomware, et je me souviens, tout était bloqué dans l'entreprise, tous les serveurs étaient vérolés par un virus, voilà, terrible, et puis dès qu'on allumait un ordinateur, il fallait payer... Voilà, en monnaie sonnante et trébuchante pour avoir une clé de... Alors la première chose que j'ai faite, moi je suis allé avec mon ordinateur portable au commissariat de Thouars, là où il y a le siège social dans les Deux-Sèvres de l'entreprise, à cela. Et je me souviens toujours de la jeune femme en faction, jeune policière, qui regarde mon ordinateur. « Oh, chef, venez voir !» Et là, effectivement, je voulais déposer plainte et elle était un petit peu embêtée, et le chef aussi, parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas la case pour ce type de dommages. On a appelé la préfecture, et là, je dois avouer que la préfecture des Deux-Sèvres a été très efficace, parce que tout de suite, ils ont pris au sérieux ce qu'il m'était arrivé. Ils m'ont demandé une chose, qui n'était pas idiote, parce que ça a rendu service à beaucoup de monde, sauf à moi, c'était de témoigner dans la presse quotidienne régionale. Et du coup, on s'est aperçu que beaucoup de petites entreprises, voire très petites entreprises, étaient, elles aussi, victimes de ce genre d'attaques, qui peuvent paraître bénignes, mais qui peuvent être dramatiques si, bien sûr, on ne se prépare pas à ce genre de choses et qu'on ne met pas en place des procédures, des sauvegardes qui font que, quand ça vous arrive, vous pouvez redémarrer le plus rapidement possible. Oui, crainte, pourquoi ? Parce que suite à ce témoignage, j'ai eu une deuxième attaque, du coup. Voilà. Là, c'était une tentative de fraude au président. Et heureusement qu'on avait une procédure qu'on avait mise en place dans l'entreprise avec ma responsable comptable, qui, avec perspicacité, malgré le fait que le mail qu'elle avait reçu était parfaitement conforme à ce que je pouvais lui écrire, sauf que dans le mail, on la tutoyait, on la vouvoyait alors que je la tutoie, et voilà, celui-là a mis la puce à l'oreille. Et puis, plus récemment, il y a un peu moins d'1 an, je témoigne dans le Parisien, une fois de plus, la semaine d'après, boum, tentative de détournement de l'identité bancaire de l'entreprise à travers un marché public. Voilà. Et là, c'est les services de l'État qui avaient, bien sûr, la comptabilité publique, qui avaient été mis en éveil et nous avaient contactés pour nous demander si ce changement de RIB était opportun ou pas. Et bien sûr, il ne l'était pas. Voilà. Donc, autant vous dire que je suis un petit peu inquiet maintenant ce soir que je témoigne une fois de plus. Et j'espère que ces mésaventures s'arrêteront là. Maintenant, dans l'entreprise, ils cryptent tout partout. Je suis embêté. Dès que je vais envoyer un moindre truc, ça devient compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose contre laquelle il faut prendre les choses au sérieux. Et je remercie vraiment Claude d'avoir été au sein du réseau CPME l'un des fers de lance sur ce sujet, parce que c'est un sujet PME et TPE. Voilà, merci. On peut l'applaudir. Alors, je vais un peu élargir le propos et puis vous parler bien sûr de l'actualité à travers les ordonnances, la vision que nous avons de tout cela, la CPME, et puis mettre en perspective les grands chantiers que nous avons encore devant nous, et puis bien sûr les grands défis pour le pays, tout en sachant que vous savez d'où vient la richesse. La richesse, elle vient des entreprises, elle vient du secteur marchand. Tu l'as fort bien dit, Claude, plus de 98% du secteur marchand est constitué de PME, de TPE, c'est la moitié de l'emploi salarié en France, et ce qui veut dire que sans la victoire du secteur marchand, économiquement, la France ne pourra jamais s'en sortir. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que les efforts, en tout cas le fléchage politique, doit se faire avant tout en faveur et dirigé vers le secteur marchand. Il ne s'agit pas de croire au Père Noël. Il n'y a pas d'initiative économique sans solidarité, c'est-à-dire que, bien évidemment, il faut participer à l'effort national et payer des impôts, mais il faut aussi regarder avec lucidité le monde dans lequel on évolue et ne jamais se mettre en décrochage ou à l'écart de ceux avec qui nous sommes en concurrence directe. Et là, force est de constater que tant que
notre pays n'aura pas réussi, à moyen et long terme, à résorber notre dette abyssale, plus de 2200 milliards d'euros de dette, tant que nous n'aurons pas réussi à rééquilibrer le fort déséquilibre entre la sphère publique et le secteur marchand. Plus de 56% de la richesse nationale, du PIB, passe dans le soutien du secteur public, collectivités, État. Eh bien, nous sommes aujourd'hui les champions d'Europe dans ce domaine. On aimerait bien sûr être plus bas dans la moyenne. Tant que nous ne réussirons pas non plus à faire en sorte que la pression fiscale sur le secteur marchand, sur les entreprises, sur ceux qui créent la richesse, est de 7 points supérieure, 46%, par rapport à nos homologues allemands, eh bien, nous aurons beaucoup et toujours de difficultés à revoir une industrie florissante qui se remet à embaucher massivement. Et puis plein d'autres secteurs, le service, la construction, avec en même temps ce paradoxe, j'ai changé rapidement de petits mots avec monsieur le préfet à ce sujet, avec le paradoxe, et tu en as fait mention, cher Claude, que ceux qui aujourd'hui embauchent ont du mal à retrouver sur le marché du travail des gens qui correspondent au profil de poste que les entreprises ont besoin de recruter. Autant vous dire que les défis sont immenses, et pourtant, très sincèrement, je pense qu'il faut regarder la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Il y a des solutions. Elles demanderont bien sûr du courage politiquement, et puis en même temps beaucoup de pragmatisme et de pédagogie. Et c'est là où je voudrais revenir sur les ordonnances. Certains ont une lecture de ces ordonnances très radicale en parlant de précarisation, bref, de pans entiers des avantages acquis qui sont remis en cause, etc. Pas de panique, restons calmes. On oublie toujours, en matière sociale, où nous étions et où nous sommes arrivés. Ça fait 24 ans que je suis à mon compte, ça fait 24 ans que j'ai repris l'entreprise familiale. En 24 ans, sur le champ social, et ce n'est pas le seul, d'année en année, je n'ai connu que des complications supplémentaires. Et là, pour une fois, on rééquilibre un petit peu les choses. En matière sociale, le dialogue, il faut bien le reconnaître, c'est complexifié, mais il s'est parfois judiciarisé, avec des procédures longues et très douloureuses, parfois financiarisé, avec des décisions de justice de cour d'appel qui dépassaient les moyens financiers de l'entreprise quand elle était condamnée. Bref, il fallait remettre du bon sens dans tout cela. Et autant vous dire que la CPME avait particulièrement bien travaillé son corpus social sur ce sujet, puisque nous avions 89 propositions que nous avions proposées aux candidats aux élections présidentielles. Et lorsque mon premier rendez-vous avec le président Macron nouvellement élu, je peux vous dire que j'étais chaud bouillant, j'étais fin prêt, je savais exactement là où nous voulions arriver au niveau de la CPME, sur le corps des ordonnances, et nous voulions des décisions extrêmement pragmatiques sur 2 sujets. Sécuriser la rupture. Certes, l'ADN d'un chef d'entreprise, ce n'est pas de licencier, c'est d'embaucher et de développer son activité. Mais la psychologie du chef d'entreprise, c'est aussi de se dire, si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais je me trompe dans le recrutement, si jamais j'ai un accident de parcours en termes économiques, et que pour m'en sortir, ça devient impossible, j'hésite, pas une fois, mais 10 fois avant d'embaucher. Et puis en plus, j'ai des témoignages de collègues qui se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. C'est une maladie contagieuse, d'avoir peur. Là, par rapport à la rupture, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on a un plafonnement des dommages et intérêts. Je dis bien des dommages et intérêts, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'avant de licencier, vous avez les indemnités légales, parfois conventionnelles, et puis ensuite, s'il y a un contentieux, vous avez des dommages et intérêts. Le plafond, 20 mois pour un salarié qui aurait 30 ans d'ancienneté. C'est progressif, 1 an par année d'ancienneté pendant les 10 premières années, et puis après, un demi-mois par année d'ancienneté jusqu'à la 30e année d'ancienneté, plafonné à 20 mois, auquel, si jamais vous avez un litige sérieux et que vous êtes condamné au plafond, auquel vont se rajouter les indemnités légales, ça fera environ 7 mois. C'est-à-dire que ce n'est pas 20 mois, en fait, c'est 27 mois. Est-ce que vous croyez qu'on enlève beaucoup de choses à la réparation intégrale que réclame le salarié? D'après vous, combien d'entre nous, combien de TPE, combien parfois de PME seraient capables de verser une telle indemnité? Posons-nous la question. Est-ce que le fait de réclamer la réparation intégrale a du sens
lorsque cette réparation intégrale a fait capoter, et nous avons des exemples, je peux vous dire on en a beaucoup à la CPME au niveau national, a fait capoter l'entreprise? Est-ce que le bien commun qu'est l'entreprise ne doit pas primer sur l'intérêt individuel? Certes, il faut réparation, mais lorsque parfois vous aviez d'une cour d'appel à une autre des décisions de justice qui allaient de 1 à plus de 4, comment voulez-vous que plus d'un chef d'entreprise ne se trouve pas effrayé dans de telles situations? Est-ce que lorsqu'on doit se séparer de quelqu'un, malheureusement, puisqu'il est toujours malheureux, est-ce que vous ne croyez pas que la meilleure des choses, c'est de se mettre, entre guillemets, d'accord le plus rapidement possible, et puis de rebondir le plus rapidement possible, et de regarder devant, plutôt que d'en se vouloir pendant plusieurs années, où au bout de 3 ans, 4 ans de procédure, on en sort essoré, et le salarié et l'employeur, et parfois ruiné? Eh bien là, le risque, maintenant, il est circoncis, on le connaît. Donc, on peut l'anticiper. C'est une première étape. On rééquilibre les choses, il y a toujours la juste réparation, et en même temps, on connaît le niveau du risque. Le délai de recours, il était de 3 ans en France, 3 semaines en Allemagne. Il est rabaissé à 12 mois. Et puis, c'est un peu plus technique, mais néanmoins très important, c'est que le fond, eh bien, l'emporte sur la forme. Savez-vous qu'à peu près, lorsque vous allez au prud'homme, 60% des prud'hommes vont en cour d'appel. Sur ces 60% des prud'hommes qui vont en cour d'appel, 80% de ces 60% sont... L'employeur est condamné pour des licenciements dits abusifs, sans cause réelle et sérieuse, et ces 80% sont pour des questions de forme par rapport au fond. C'est-à-dire que si jamais l'employeur se trompe dans la date, se trompe dans le motif de la faute grave, c'est-à-dire que si sur le fond il a raison, comme sur la forme il s'est trompé, et on ne peut pas lui en vouloir. On n'est pas juriste, nous chefs d'entreprise, dans tous les domaines, surtout dans le domaine social qui est extrêmement complexe. Si jamais il a raison sur le fond mais qu'il s'est trompé sur la forme, il était condamné pour licenciement abusif. Alors quand vous entendez, parfois dans les médias, des gens qui disent « rendez-vous compte, licenciement abusif », c'est effrayant, c'est-à-dire que la charge émotionnelle et psychologique d'un licenciement abusif, pour tout un chacun, on dit bah, « l'employeur, il a dû en faire des tonnes quand même, c'est un salaud, quoi, entre guillemets, quoi ». Non, 80% des cas, c'est pour des questions de forme sur le fond. Et bien maintenant, grâce aux ordonnances, eh bien, on aura le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si jamais, sur la forme, on s'est trompé, on aura 1 mois pour reprendre la procédure et faire en sorte de l'aboutir le plus paisiblement possible. Voilà, c'est du bon sens. On n'enlève rien, ni aux salariés, ni à l'employeur. On retrouve l'équilibre qui était celui finalement du dialogue social serein que nous avions, il y a une quinzaine d'années, et qui au fil des ans, eh bien, est dévoyé vers un dialogue social contraint. L'autre volet sur les ordonnances, c'était du bon sens. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, il y a simplement 4% de présence syndicale. Vous savez qu'en France, alors c'était au passé, mais pour signer un accord avec vos salariés, il fallait absolument aller chercher un syndicat. Alors soit vous l'aviez dans l'entreprise, auquel cas la question ne se pose pas, et elle ne se pose pas non plus aujourd'hui, donc vous passez par votre délégué syndical. Si vous n'en avez pas, c'est le cas de 96% des PME, quand même, vous deviez aller chercher un mandatement, à savoir, demander à un de vos salariés de prendre une carte syndicale pour signer un accord d'entreprise. Autant vous dire que ça ne fonctionne pas, et je ne vois pas par quel coup de baguette magique ça pourrait fonctionner. Donc, on est parti d'un constat très simple, c'est-à-dire que si on veut se mettre d'accord avec ses salariés, eh bien qu'on mette en place du dialogue social, on va dire une démocratie sociale directe. En l'absence de syndicalistes, on a des représentants du personnel, pour certains d'entre nous, qu'on puisse signer un accord avec nos représentants du personnel. Quoi de plus simple? Voilà. On oublie une chose, c'est que le premier tour syndical, il existe toujours. C'est-à-dire que ce représentant du personnel, le premier tour des élections, c'est réservé aux syndicats. Ça n'a pas été enlevé, personne n'en parle de ça. Donc, quand on dit qu'on fait du contournement syndical à travers la possibilité aujourd'hui de signer un accord d'entreprise avec ses représentants du personnel, non, c'est que le vrai sujet, c'est que l'offre syndicale, certes, n'intéresse pas beaucoup d'employeurs, mais elle n'intéresse surtout pas beaucoup de salariés. Et là, je pense très sincèrement que cette disposition
devrait permettre aux organisations syndicales de repositionner l'offre syndicale. Pourquoi? Parce que dans notre pays, lorsqu'on pense syndicat, on pense à en découdre. On pense à opposition, on pense à rapport de force. Ça peut l'être, mais c'est pas ça tous les jours. Bon sang de bonsoir. Le climat social dans l'ensemble des PME de ce pays est plutôt serein. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de difficultés. Il suffit d'être deux pour commencer à s'aimer ou à se détester. Puis c'est cyclique. Mais globalement, l'intérêt de l'employeur, c'est de garder la motivation pleine et entière de ses salariés. Parce que j'aime mieux vous dire que dans une TPE ou dans une PME, si jamais vous mettez vos salariés à dos, ce n'est pas les réserves que vous avez au compte bancaire qui vont vous permettre de durer longtemps si vous avez une grève. Donc on a intérêt de se mettre rapidement d'accord et de retrouver la motivation. Et l'exemple que tu donnais sur le transport, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on cherche 3000 chauffeurs. Voilà. On a une profession qui est en tension et qui ne trouve pas des salariés. On ne va quand même pas commencer, entre guillemets, à faire la poche des salariés. On en a besoin. En même temps, on est aussi confronté à la réalité économique qui est celle de la concurrence, et bien là, elle est farouche. Voilà. Donc, sur le volet accord d'entreprise, et bien là encore, le gouvernement a repris une proposition qui faisait partie des 89 propositions de la CPME lors de l'élection à la présidence de la République. Et très sincèrement, moi je suis... Vous savez, ça fait 23 ans que je fais du syndicalisme, ça fait 24 ans que je suis chef d'entreprise. Quand il y a une petite lumière comme ça, j'ai tellement connu de déception que ça fait un petit peu de bien, ça donne un petit peu de baume au cœur, et puis je pense que voilà, ça donne un peu la confiance, mais il reste tant de choses à faire. Je vous ai dit qu'il fallait créer un environnement favorable et porteur à l'ensemble du secteur marchand qui est constitué de PME et de TPE. Les grands chantiers que nous avons devant nous, et ça reboucle un petit peu avec le problème que nous avons à retrouver la main-d'œuvre de qualité, c'est la réforme de la formation professionnelle et la réforme de l'apprentissage. Notre pays est plus en échec d'orientation qu'en échec scolaire. Des jeunes de qualité, il y en a. Il y en a plein. Sauf que vous avez deux mondes qui ne se connectent pas. Un jeune dans notre pays, quand il a du potentiel, jamais on lui parlera d'une filière professionnelle. C'est très rare. Et quand un jeune, comme j'en ai un dans l'entreprise, qui, à la fin de sa terminale S, a dit qu'il voulait faire un CAP de charpentier, il s'est fait engueuler par la directrice des études de l'établissement scolaire. Et aujourd'hui, ce jeune, il a fait son CAP, il a fait son brevet professionnel, il a fait son BTS. Ensuite, il est parti, il a fait le tour du monde. Et là, je l'ai réembauché pour l'envoyer tenir une agence de l'entreprise. J'aime mieux vous dire que son parcours, et il me le disait pas plus tard que la semaine dernière, il dit, quand je vois certains de mes copains qui sont partis dans des études longues et qui, à l'arrivée, me disent, dis donc, c'est toi qui avais raison. Voilà, il y a des parcours comme ça qui existent, et c'est du solide. Et j'aime mieux vous dire qu'avec la qualification qu'il a, il n'aura aucun problème pour rebondir n'importe où il veut, en France ou même ailleurs. Voilà. Donc, il faut réussir à retravailler avec un partenaire incontournable qui est l'éducation nationale. On ne peut pas parler d'apprentissage sans remettre deux choses au milieu du sujet, avant tout l'entreprise et l'employeur, parce que c'est quand même lui qui décide ou non de prendre un apprenti ou d'embaucher. L'endroit où on forme ces jeunes, les centres de formation, et en amont, bien évidemment, l'éducation nationale. Et arrêtons de demander aux chefs d'entreprise ce que parfois, malheureusement, les familles ont du mal à faire, et l'éducation nationale aussi. Quand vous avez un jeune à qui, on n'a pas appris en tout cas qu'il ne maîtrise pas le bonjour, merci, au revoir, pardon, l'employeur, il est aussi désarmé que les parents eux-mêmes. Lorsqu'un jeune arrive et ne maîtrise pas les savoirs élémentaires académiques, écrire, lire, compter, l'employeur, il sera tout aussi désarmé que le professeur face à lui. Donc, en amont, il faut arrêter, entre guillemets, cet échec de l'exigence. Pourquoi? Parce que l'exigence, bien souvent, les jeunes, le premier endroit où la rencontre, c'est dans l'entreprise. Parce que là, ça ne pardonne pas. Parce que le fruit de son travail, il faut réussir à le vendre. Et si le travail n'est pas bien fait, le client ne veut pas. Du coup, il ne paye pas. Du coup, on ne paye plus. Donc, il faut, autour de ces sujets qui sont extrêmement structurels, structurants, remettre tous les acteurs
Il ne s'agit pas de pointer du doigt tel ou tel. On est tous collectivement responsables. Hein. Mais maintenant, il faudra du temps et faire en sorte que ceux qui, aujourd'hui, sont en capacité de faire décoller l'apprentissage, l'emploi, soient enfin écoutés, soient enfin entendus, soient enfin respectés. Je constate qu'une seule chose, il y a 4 ans, je fléchais 46% de ma taxe d'apprentissage, je savais exactement où j'investissais dans la formation. Aujourd'hui, j'en flèche 24%. Il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, lorsqu'on détricote ce lien important entre ceux qui emploient et l'endroit où on forme les jeunes, qu'à un moment, les deux mondes avancent en parallèle et ne fonctionnent plus ensemble. Je crois que j'étais assez long. Voilà, donc je voulais tout simplement conclure, parce que j'aurais tant de choses à vous dire, hein, et là je rebascule vraiment dans le champ syndical, que la légitimité d'un président national de la CPME, c'est ici qu'elle se joue, c'est en territoire. Hein. C'est-à-dire que sans vous, moi je ne suis rien. Hein. C'est-à-dire que je peux avoir de grandes idées, mais en attendant, elles s'incarnent dans les territoires. Ça vient du bas pour remonter vers le haut. Hein. Et le temps que vous pouvez passer au bien commun de vos collègues, chefs d'entreprise, de PME, de TPE, c'est très important. Vous savez, ça peut donner du sens, et ça donne du sens à votre vie, tout court, à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle. Et à ce titre, je voulais vraiment remercier tous ceux qui consacrent du temps personnel, hein, parfois de l'argent personnel, ça ne rapporte rien, et ça coûte, hein, qui consacrent du temps personnel, parfois professionnel, au bien commun, de l'ensemble de la profession. Je tiens à vous en remercier vraiment chaleureusement. Sachez que vous pouvez compter sur moi pour mener ces combats, mais moi, je compte sur vous pour m'aider à les mener. Merci. Merci, monsieur François Ancelin.